Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle histoire d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans un endroit que j'aime tout particulièrement. Un endroit chou, un endroit accueillant, où la musique est exotique, l'odeur est enivrante et où la nourriture est chargée d'épices. Mais comme le restaurant asiatique en bas de ma rue est fermé, eh bien j'ai dû trouver autre chose. À la place, j'ai choisi de vous parler du plus grand empire de l'histoire de l'Asie du Sud-Est, le Majapahit. Une nation au règne court mais intense, contrôlant à son zénith la quasi-totalité de l'Indonésie. Mais si cet empire a pu exister, eh bien c'est en grande partie grâce à un seul homme, un simple capitaine de garde devenu Premier ministre, un certain Gajah Mada. Un homme qui, à lui seul, sauva l'empire de la destruction, et à force de travail acharné, l'emmena dans son âge d'or. Alors mettez-vous à l'aise et faites-vous un bon bain de break, car aujourd'hui nous allons parler de l'empire Majapahit et du général éléphant Gajah Mada. Mais avant de parler de Gajah Mada, il va nous falloir du contexte. Beaucoup de contexte. Pour commencer, imaginez-vous en Europe, en plein Moyen-Âge. Vous venez d'abattre un bœuf pour le repas de ce soir. Soit vous le mangez en entier en un seul repas, respect, soit vous en gardez un morceau pour plus tard. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo pour conserver la nourriture. Et le sel, c'est mieux que rien, mais c'est quand même loin d'être parfait. Et du coup, les aliments se détériorent très vite. Surtout la viande qui gagne rapidement un petit goût de pourri quoi. Quelle solution pourrait-on trouver à ce problème? L'épice. Cette poudre à la saveur exotique et puissante, dont les arômes permettent de rendre un vieux steak mangeable, mais également de rehausser le goût de n'importe quelle recette. Sauf le quinoa. Voilà, tu peux mettre ce que tu veux dedans, ça sera toujours dégueulasse. Les épices sont très utiles, et donc très demandées. Mais ils sont également extrêmement rares, et donc extrêmement chers, au point de valoir, dans certains cas, leur propre poids en or. Et d'ailleurs, c'est encore plus ou moins le cas aujourd'hui. Par exemple, j'ai été m'acheter au supermarché 0,1 g de safran, donc juste ça quoi, et ça m'a coûté près de 2 euros. Donc je vous laisse imaginer le prix d'un kilo à côté. Mais pour obtenir ce genre d'épices, il faut se fournir chez des marchands à l'est, qui se fournissent eux-mêmes chez d'autres marchands un peu plus à l'est, qui se fournissent eux-mêmes chez d'autres marchands, etc., etc., etc. Et en remontant ainsi la route commerciale, intermédiaire par intermédiaire, on finit par arriver dans un archipel que l'on nomme aujourd'hui l'Indonésie. Et plus particulièrement dans les îles Maluku, à l'est de l'archipel. Le climat tropical de l'île est absolument parfait pour faire pousser une très grande variété d'épices. Qu'il s'agisse d'épices uniques à cette île, comme par exemple les clous de girofle ou bien les noix de muscade, ou bien tout simplement des épices plus répandues, mais dont les échantillons de meilleure qualité provenaient de Maluku. Ces îles pratiquent la culture d'épices de masse et sont donc extrêmement riches, mais sont pas vraiment adaptées aux rizières. Mais du coup, il y a quoi sur les autres îles? Et bien sûr, beaucoup, il y a des volcans. Et même si ça peut être un peu... risqué, elles ont quand même de très gros avantages. En effet, les terres volcaniques sont extrêmement fertiles, permettant une agriculture massive. Ainsi, les rizières sont extrêmement nombreuses et produisent un incroyable rendement. Toute cette nourriture permet de maintenir une énorme population, et donc, par conséquent, une énorme économie, industrie ou armée. On peut également vendre le surplus de nourriture à des îles très riches, qui n'ont pas vraiment les moyens ni même l'envie de la faire pousser elles-mêmes. Mais toutes ces épices n'ont de valeur que si on peut les vendre. Et pour ça, il faut emprunter des routes maritimes qui passent à proximité du troisième et dernier type d'île, les îles péages. C'est pas un nom officiel, c'est que moi qui les appelle comme ça. Ces îles contrôlent les grands carrefours commerciaux et récupèrent donc des taxes sur absolument tout ce qui y passe. Elles peuvent baisser, voire augmenter les taxes, voire carrément bloquer le passage de certains navires. Elles ont donc énormément de pouvoir. Mais en contrepartie, afin de s'assurer que le commerce ne soit pas dérangé, ils doivent également contrôler la population de pirates de la région. Alors évidemment, je simplifie, la réalité est quand même un peu plus complexe, mais la vidéo a commencé depuis quelques minutes maintenant et on n'a toujours pas abordé le sujet principal. Donc retenez juste pour l'instant, il existe des îles productrices d'épices, des îles volcaniques, très habitées et produisant énormément de nourriture, et des îles péages contrôlant les grands carrefours commerciaux. Alors là maintenant, vous vous dites peut-être que si chaque île est intéressante individuellement, alors toutes les contrôler seraient absolument incroyables. Eh bien vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Beaucoup d'épices, de nourriture, et le contrôle total du commerce de la région,
tous les avantages de ces îles avec pratiquement aucun des inconvénients. Plusieurs personnes à travers l'histoire ont déjà eu l'idée de conquérir toutes ces îles. Mais la réalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les îles sont très éloignées les unes des autres. La distance entre les deux extrémités de l'archipel est équivalente à la distance entre Londres et Dubaï. Gouverner un tel empire, composé de plusieurs milliers d'îles, chacune séparée de plusieurs centaines de kilomètres d'océan, serait une véritable prouesse. En plus de ça, la plupart des îles sont difficilement praticables. Elles sont, pour la plupart, recouvertes de jungles denses, voire même de montagnes ou de volcans, coupant les îles en deux et isolant les populations. Avec toutes ces barrières naturelles, maintenir un empire en un seul morceau est déjà très difficile. Alors je vous laisse imaginer un tout petit peu la complexité des conquêtes. Et en plus de ça, toutes ces limitations rendent également très compliqués les échanges culturels. Alors, il y en a bien quelques-uns, de par exemple le commerce, mais il n'y en a pas assez pour que les habitants de toutes ces îles considèrent faire partie d'une seule et même culture, voire d'un seul et même peuple. Et c'est dans ce contexte que commence notre histoire sur l'île de Java en l'an 1309. Dans le royaume de Majapahit, un royaume fondé il y a à peine 16 ans, le jeune Jayanegara vient d'hériter du trône. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il vient d'hériter d'un bon paquet de problèmes. Le royaume Majapahit est à l'époque secoué par énormément de rébellions, pour la plupart héritées du règne de son père. En plus de ça, la mère de Jayanegara venait de l'île de Sumatra. Il n'était donc pas pleinement javanais, ce qui énervait beaucoup les nobles de l'île. Un autre problème, c'est qu'à l'époque, les rois indonésiens étaient polygames. Ils prenaient donc plusieurs femmes, issues de plusieurs familles nobles de la région. Du coup, chaque épouse devait être traitée exactement de la même manière que les autres. Sinon, leur famille d'origine risquait de vraiment se vexer. Du coup, quand la mère de Jayanegara devint la favorite du roi, beaucoup de nobles se révoltèrent, comme par exemple Nambi. Puis vint la rébellion de Kuti en l'an 1319 qui alla jusqu'à capturer la capitale. Le roi parvint miraculeusement à s'échapper avec 25 gardes et alla se cacher dans la campagne. Et le capitaine de cette garde était un jeune homme du nom de Gajamada. Gajamada signifie général éléphant, en référence à sa taille, sa force et au respect qu'il imposait à ses hommes. Le poète Prapanka le décrira plus tard comme étant éloquent et incisif, droit et sobre d'esprit. Et malgré la capture de la capitale, l'exil du roi ou encore le peu d'hommes à sa disposition, Gajamada refusa de laisser le Majapahit mourir. Il commença par se déguiser pour pouvoir s'infiltrer dans la capitale et faire croire aux passants que le roi Jayanegara était mort. Et en observant la tristesse de la population, il comprit que Kuti était impopulaire et qu'une insurrection était possible. Il lança donc un soulèvement populaire qui, après quelques mois, parvint à reprendre la capitale. Kuti fut exécuté et le roi réinstallé sur son trône. Gajamada venait donc pratiquement à lui tout seul de sauver le royaume avec seulement 25 hommes. En récompense, Gajamada fut nommé Pati de la région de Kauripan, Pati étant l'équivalent d'un gouverneur. Puis, quelques années plus tard, il fut nommé Pati de la région de Kediri. Et cette distinction fit enfin de Gajamada un membre à part entière de la classe dirigeante du pays. Son importance au sein du gouvernement commence à grandir, tout comme son influence ou encore ses responsabilités. Tout simplement parce que Jayanegara est plus un playboy qu'un roi. Il ne sait pas gouverner ou prendre de responsabilités, mais il est très bon pour être beau, faire la fête ou même faire l'amour. Et quand je dis qu'il aime faire l'amour, je veux dire qu'il se sert plus souvent de son pénis que de son cerveau. Et ça va lui causer problème. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, en Indonésie, un roi pouvait prendre n'importe quelle femme qu'il souhaitait et la faire rentrer dans son cercle de concubines, voire la prendre comme femme. Qu'elle soit fermière ou comptable, consentante ou non. Et Jayanegara aimait beaucoup cette loi, au point de rafler un nombre insensé de femmes. Mais Jayanegara avait des goûts de luxe, et plutôt que de simples villageoises, il préférait capturer les femmes de ses propres ministres, voire même leurs filles. Je vous laisse imaginer un tout petit peu l'ambiance à la cour. Et comme si ça ne suffisait pas, il commença également à s'en prendre à ses propres demi-sœurs. Il alla même jusqu'à en enfermer 2 dans le palais pour les empêcher de se marier, de peur qu'elles ne donnent naissance à un usurpateur. Jayanegara continua de faire des siennes, au point de gagner une réputation de monstre, haï par la population. Gajamada, lui, essayait tant bien que mal de gouverner. Il envoyait même des émissaires en Chine afin d'accroître l'influence du royaume. Mais Jayanegara, lui, continua de s'enfoncer dans le vice. Et il fit un jour quelque chose de tellement stupide que je vais devoir vous demander de vous asseoir. Vraiment, asseyez-vous. Jayanegara décida de voler la femme de son chirurgien. Je répète. Jayanegara décida de voler la femme d'un homme dont le travail consiste à lui ouvrir le ventre.
Mais qui est con! Bonjour docteur, hein. Désolé du retard. J'étais un peu occupé, j'ai passé la soirée avec ta femme. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'espère que tu n'en veux pas trop. Je sais bien que la dernière fois, c'était un peu de mauvaise humeur, donc bon. On est cool. Oh, t'inquiète pas, y'a aucun problème. Nickel hein. Eh ben écoute, c'est quoi, tu me rassures. J'avais vraiment peur qu'il m'envoie. Bon, eh ben écoute, vu que ça s'est réglé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc j'avais besoin de me faire opérer aujourd'hui, donc je me disais que tu pourrais le faire. Donc je vais prendre des somnifères, je vais aller m'allonger sur le lit là-bas. Je vais me mettre dans une pièce avec pratiquement aucun garde, dans une position extrêmement vulnérable, et je vais te laisser me tripoter avec un couteau. Bon, peut-être que je suis trop dur avec lui. Peut-être qu'il y a bien réfléchi et qu'il était parfaitement conscient des risques. Vous savez quoi? Je vais lui laisser le bénéfice du doute. Bon, maintenant nouvelle question. L'opération s'est-elle bien passée? Non. Le chirurgien poignarda le roi pendant l'opération. Gajamada l'aperçut et le tua immédiatement, mais c'était trop tard. Le roi était mort. Sa belle-mère, Gayatri Rajapatni, aurait dû hériter du trône, mais entre-temps, elle était devenue nonne, et donc inéligible au titre de reine. Pour la remplacer, elle désigna donc sa fille, Tribhuwana Wijaya Tungadevi, une proche de Gajamada, qui le nomma Mahapati, l'équivalent d'un premier ministre. Ça tombe très bien, dis donc. Peut-être un peu trop en fait. Et en effet, il y a de bonnes chances que toute cette histoire soit fausse. En effet, et selon d'autres versions, Jayanegara, n'écoutant que son pénis, n'avait pas seulement volé la femme de son chirurgien, il avait également volé la femme de Gajamada. Et donc, toujours selon ces versions, c'est Gajamada qui aurait donné au chirurgien l'idée de tuer le roi, avant, ensuite, de le tuer afin de se débarrasser d'un témoin gênant. Du coup, dans les chroniques officielles, il apparaît comme un homme fidèle au roi et pleurant sincèrement sa mort. Alors qu'en vrai... Mais, et selon d'autres versions, et bah ça aussi, ça serait un mensonge. Les deux principales sources de l'époque, le Nagara Kretagama et le Pararaton, datent des années 1365 et 1481, soit plusieurs décennies, voire plus d'un siècle après l'assassinat. Et donc après que Gajamada soit devenu le Big Boss. Il est donc tout à fait possible que toutes ces histoires de vol de femmes ne soient que de simples mensonges, destinés à le dépeindre comme un monstre et à justifier son meurtre. Toujours est-il qu'il est nommé Mahapati, Premier ministre, de la nouvelle reine Gayatri. Mais lors de son discours d'intronisation, Gajamada fit un serment, le serment de l'épice. Il jura alors de ne plus jamais goûter à l'épice tant que toute l'Indonésie ne serait pas sous le contrôle du Majapahit. Une promesse tellement absurde que la plupart des ministres présents se foutent de sa gueule. D'ailleurs, parmi ceux-là, la plupart seront virés. Bon, deux choses à éclaircir. La première, c'est que le concept d'Indonésie n'existait pas à l'époque. Donc plutôt que réunir toute l'Indonésie sous son contrôle, il s'agissait plutôt d'une liste de territoires qu'il souhaitait capturer. Une liste de territoires qui formait plus ou moins la carte de l'Indonésie moderne. Deuxièmement, il parle de ne plus jamais goûter à l'épice, mais on ne sait pas si c'est littéral. Peut-être était-ce plus métaphorique, parlant ici de l'épice de la vie, rejetant ainsi toute forme de plaisir. Ou alors peut-être que c'était littéral et qu'il ne mangea plus jamais de curry. Quelle tristesse. Le royaume des Majapahit prit alors une tournure beaucoup plus impérialiste, Gajamada se réappropriant la politique d'expansion territoriale des Singasari. Ainsi, entre 1331 et 1351, se déroule une période d'expansion et de conquête. Des conquêtes parfois militaires, comme par exemple celle de l'île de Bali, un ancien territoire des Singasari, l'ancêtre de Majapahit, qui doit être reconquis par la force lors d'une coûteuse campagne de plus de 12 ans. Mais dans de nombreux cas, cette conquête se fit de façon diplomatique, en nouant des alliances avec les différents royaumes, ou tout simplement en demandant leur soumission. Et beaucoup de royaumes acceptent de se soumettre, tout simplement parce qu'à force de conquête, eh bien le Majapahit est devenu tellement puissant et influent que c'est souvent la meilleure chose à faire. Par exemple, Java étant une île volcanique, elle produit énormément de nourriture. Et pour les îles à épices comme l'archipel de Maluku, qui ont vraiment besoin de ce riz, s'allier à Majapahit signifie en sécuriser l'approvisionnement. Autre exemple, en contrôlant Sumatra, et donc le détroit de Malacca, Majapahit contrôle tout le commerce de la région. Se soumettre au Majapahit permet donc de pouvoir commercer tranquillement. Et comme le Majapahit contrôle maintenant Maluku, ils sont extrêmement riches. Et s'allier à un empire pété de thunes, c'est souvent plutôt malin. Et si tout cela ne suffit pas, la peur d'être envahi de force suffit généralement à les convaincre. Ainsi, à force de manœuvres diplomatiques,
De menaces et d'offres généreuses, Gadjah Mada parvint à conquérir une bonne partie de l'Indonésie. En l'an 1350, la reine Tribhuwana abdique et cède son trône à son fils Ayam Wuruk. À ce moment-là, l'empire des Majapahit contrôle la quasi-totalité de l'Indonésie moderne ainsi qu'une bonne partie de la Malaisie. Le nouvel empire Majapahit est alors maintenu en place par une écrasante force maritime. Mais un point important, c'est que la plupart des royaumes dominés sont en réalité autogérés et disposent d'une grande autonomie. En fait, l'empire ne contrôle totalement que Java Est, Bali et Madura. Les autres îles ne sont que des sujets plus ou moins autonomes, auxquels la reine rend régulièrement visite afin d'extraire des tribus. Toute cette expansion, cet essor économique, ainsi que ce regain d'influence, permet au Majapahit de se concentrer sur le développement de sa culture, afin de la rendre florissante. Pendant cet âge d'or, le théâtre, et plus particulièrement le théâtre des ombres, nommé Wayang, se développe énormément. La particularité du Wayang consiste à projeter des ombres de marionnettes sur une toile, les marionnettes ayant une apparence longiligne très caractéristique. Le Wayang existe déjà depuis des siècles sur l'île de Java, mais sous le règne de Gadjah Mada, les histoires racontées, qui étaient jusqu'alors traditionnellement hindous, commencent à être remplacées par des récits javanais. Le style des marionnettes Wayang se propage alors aux autres arts, comme par exemple à la sculpture. Et cette javanisation de la culture se propage même à la religion majoritaire de l'Empire, l'hindou-bouddhisme. En effet, de plus en plus de croyances plus traditionnelles originaires de l'île de Java commencent à s'immiscer dans cette religion, comme par exemple en modifiant le polythéisme hindou en y rajoutant un dieu suprême, Sankhyang Suksma Eka. Et ces changements culturels se répandirent partout dans l'archipel, souvent de façon naturelle, mais parfois de façon un peu forcée. Le territoire le plus touché par cette influence est sans aucun doute l'île de Bali, où l'on assiste à une véritable javanisation de la société. De plus, et afin de renforcer son contrôle sur son empire, le Majapahit entrave toute influence étrangère dans la région, afin de rester la seule puissance dominante. Majapahit contrôlait alors toute l'Indonésie. Toute? Non. Un petit royaume javanais résistait encore et toujours à l'envahisseur, le royaume de Sunda. Majapahit n'était jusqu'alors pas parvenu à le conquérir. Et qu'un si petit royaume ne vienne les défier au cœur même de leur empire était un véritable affront. Et finalement, en l'an 1357, afin de se retirer cette grosse épine du pied et enfin dominer la région, le roi Ayam Wuruk demanda en mariage la fille du roi de Sunda, la belle Dia Pitaloka. La cour de Sunda se rendirent donc au Majapahit afin de leur présenter la princesse, et s'arrêtèrent dans la ville de Bubat. Seulement une fois arrivés, ce n'est pas le roi qui les accueillirent, mais Gadjah Mada avec ses gardes. Les soldats encerclèrent donc la famille royale et leur demandèrent de donner la fille. Alors on a beaucoup de théories expliquant pourquoi ils font cela, mais au final très peu de certitudes. Mais la théorie la plus répandue et la plus acceptée est que Gadjah Mada aurait demandé au roi de Sunda de lui donner sa fille comme un tribut, signe de soumission, pour au final n'en faire qu'une simple concubine et non une épouse officielle d'Ayam Wuruk comme initialement convenu. Une autre version prétend que faire de la princesse une simple concubine était justement le marché proposé par Majapahit, et que c'est juste le roi de Sunda qui avait mal compris. Une dernière version enfin prétend que le roi Ayam Wuruk lui-même souhaitait le mariage et même l'alliance avec le Sunda, mais que c'est Gadjah Mada qui aurait refusé par orgueil, préférant les soumettre par la force plutôt que par alliance. Toujours est-il que le roi de Sunda, humilié, refusa de se soumettre et de leur donner sa fille. Mais Gadjah Mada ne baissa pas les bras et envoya ses gardes enlever la princesse. Va falloir arrêter d'enlever des femmes les gars, ça devient glauque là. Se sachant condamné, le roi de Sunda, sa garde et toute sa cour se jetèrent sur Gadjah Mada pour le tuer. Mais Gadjah Mada n'est pas le général éléphant pour rien, et lui et sa garde massacrent toute la délégation de Sunda. Seule survivante, la princesse se suicide, préférant la mort à l'humiliation d'une capture. Ce qui vient de se passer à Bubat, le Sunda ne l'oubliera jamais. Le royaume entier fit le deuil de sa famille royale, célébrant leur courage et leur honneur dans la mort. Le roi défunt sera nommé à titre posthume Prabu Wangi, le roi aux plaisants parfums. C'est bizarre comme nom, non? Et les futurs rois seront nommés en son honneur Siliwangi, les successeurs de Wangi. Le premier de ses successeurs sera d'ailleurs extrêmement hostile envers les assassins de son père, et interdira d'ailleurs tout mariage entre un Sunda et une Majapahit. Et finalement, par rancœur et par une résistance acharnée, le royaume de Sunda ne fera jamais partie de l'empire Majapahit. Mais ce qui vient de se passer à Bubat est une véritable catastrophe pour Gadjah Mada. Le roi est absolument furieux de la tournure des événements et tout le conseil des ministres s'attaque à lui. Il venait de salir l'honneur du royaume, d'outrepasser l'autorité du roi et de créer une situation diplomatique encore plus complexe qu'auparavant.
C'était un fiasco complet. Finalement, Gajah-Mada fut renvoyé de son poste de Premier ministre après plusieurs décennies à gouverner le royaume. Il s'occupa sur son domaine en faisant rédiger plusieurs livres, avant de s'éteindre en l'an 1364. Mais une fois Gajah-Mada renvoyé, il fallait bien le remplacer, et la tâche était beaucoup plus ardue que prévu. En fait, quand le roi se rendit compte de l'immensité du travail accompli par Gajah-Mada, eh bien, il décida qu'il était absolument impossible d'en attendre autant d'un seul homme, et il préféra répartir ses responsabilités sur 4 ministres différents. Et c'est ainsi que se termina la vie de Gajah-Mada, légendaire premier ministre qui sauva le Majapahit de la ruine avant de l'amener dans son âge d'or. Mais on peut encore en dire pas mal de choses. Malgré son départ, l'Empire parviendra quand même à survivre pendant quelques décennies, Ayam Uruk ayant bien tenu la barre. Malheureusement, à sa mort, il décida de partager le royaume entre ses 2 fils héritiers. Et comme on pouvait s'y attendre, chacun souhaitant la part de l'autre, le royaume plongea dans la guerre civile. Mais pendant que le royaume s'enfonçait dans la guerre, la rébellion et la crise, le reste du monde, lui, était en train de changer. La moitié de l'empire Majapahit était redevenu indépendant, la Chine investissait fortement dans la région afin d'accroître son influence, de plus en plus de gens priaient vers la Mecque, et un sultanat était apparu non loin. L'empire continuera à s'étouffer lentement, et finira par s'éteindre quasi intégralement en l'an 1527, envahi par des royaumes musulmans, même si les circonstances sont un petit peu troublées. Les survivants de la cour royale finirent par s'enfuir sur l'île de Bali, l'île qui les avait passé plus de 10 ans à capturer, et ils y survécurent pendant encore quelques siècles. Et leur influence est encore aujourd'hui très visible, puisque dans une Indonésie majoritairement musulmane, l'île de Bali est l'une des seules à être encore à majorité indo-bouddhiste. Mais même une fois pratiquement disparue, eh bien toute l'Asie du Sud-Est se souvenait encore du Majapahit, tout simplement parce que ce fut un grand empire, puissant, riche et cultivé. L'aura du Majapahit était encore telle que même les sultanats qui le remplacèrent tentèrent de se légitimiser en s'inventant, en se découvrant des liens familiaux avec des souverains Majapahit. Petit aparté, si l'histoire de l'islam en Indonésie vous intéresse beaucoup, je vous recommande très fortement la vidéo de Demystify en collaboration avec Averroès, qui explique très bien le sujet. Donc allez la voir. Après celle-ci. Puis, quelques siècles plus tard, les Pays-Bas sont arrivés. Ils entreprirent alors de conquérir tout l'archipel et d'exploiter ses ressources. L'archipel fut alors conquis et exploité pendant plusieurs siècles. La population, qui n'avait alors pas accès à l'éducation, était maintenue dans l'ignorance de son propre passé. Mais au début du XXe siècle, des nationalistes indonésiens ont commencé à redécouvrir et à se réapproprier les histoires de Majapahit et de Gajah-Mada. Selon eux, ils sont la preuve qu'une nation unissant toutes les îles d'Indonésie a bel et bien existé avant les Pays-Bas, et également la preuve que cette nation était absolument grandiose. Ils développent alors un courant de pensée pan-indonésien. Je sais pas comment ça se prononce. Selon eux, toutes les colonies d'Asie du Sud-Est devraient se libérer des Pays-Bas et se réunir en un seul pays, comme sous le Majapahit 500 ans plus tôt. Ce courant de pensée se propage absolument partout dans l'archipel, poussant la population à se développer une identité culturelle commune. C'est ce qu'on appelle la Renaissance nationale indonésienne. Comme symbole de la naissance de cette identité commune, c'est d'ailleurs à cette époque que l'on commence à utiliser le mot Indonésie pour désigner l'ensemble de l'archipel. En 1949, les nationalistes parviendront à ouvrir la première université ouverte aux Indonésiens, l'université Gajah-Mada. Parce qu'avec tout ça, Gajah-Mada est devenu un véritable symbole, une icône. Il a la réputation d'avoir donné à l'Indonésie ses plus belles années. Un homme perçu comme étant grand et fort et beau et qui sent bon et... Du coup, ils le foutent absolument partout. Des écoles donc, mais également des satellites, des corps d'armée, des rues, des volants de badminton. Sauf que tout cet engouement, toute cette fierté autour de Gajah-Mada et du Majapahit, c'est surtout sur l'île de Java en fait qu'on la retrouve. Parce que pour les autres îles, et malgré un certain attachement à cet empire quand même, l'héritage du Majapahit peut être perçu comme un petit peu envahissant, limite colonisateur. Et ça peut donner lieu à quelques situations un peu gênantes. Eh mec, tu te rappelles de l'époque où j'étais un gigantesque empire? Quand je t'ai soumis par la force et transformé en colonie? Quand je t'ai imposé mes pratiques culturelles? Quand je te forçais à payer des impôts absolument énormes? Ouais. Ah, c'était le bon temps.
D'ailleurs, certains actes de Gajamada restent encore aujourd'hui gravés dans les mémoires. Par exemple, la bataille de Boubat, la princesse, le mariage, le massacre. Vous en souvenez? Tout Java s'en souvient encore. Et à Java Ouest, donc l'emplacement de l'ancien royaume de Sunda, la haine est toujours extrêmement vive. D'ailleurs, et depuis les interdictions de mariage décrétées par le premier Siliwangi, eh bien toute romance entre jeunes gens des deux régions est perçue comme un amour interdit, voire même maudit. Un peu comme des Roméo et Juliette locaux. Ils ont tellement la haine que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas une seule rue dans tout Java Ouest portant un nom Majapahit, et inversement à Java Est d'ailleurs. Et ce jusqu'en 2018, année où quelques politiciens des deux côtés ont tenté de mettre fin à la querelle en renommant quelques rues. Par exemple, dans la ville de Bandung, vous pouvez maintenant trouver la rue de Jalan Majapahit. C'est un début, non? Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. J'ai fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne le son et l'image sur cette vidéo, donc si vous avez d'autres conseils à me donner ou quelques remarques à faire, n'hésitez pas, c'est vraiment toujours utile. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description de la vidéo libre d'accès. Si vous avez des questions sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, posez-les en commentaire. Alors je peux pas vous garantir que je les ferai bientôt, ni même un jour, mais bon, ça peut toujours me donner des idées ou même voire me faire découvrir des trucs que je ne connaissais pas, donc posez vos idées en commentaire, c'est toujours utile. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!